non seulement d'abord il est nécessaire, mais il est urgent. Pourquoi il est urgent? Parce qu'aujourd'hui, on dit il y a des millions de personnes qui vivent la violence des armes dans le monde. Quand on regarde les réfugiés, les déplacés, et puis les gens qui sont directement tués par les armes dans les conflits, ça représente à peu près des millions de personnes. On sait aussi que dans des pays où il n'y a pas de conflit, mais des régimes qui ne respectent pas les droits humains, je pense notamment au cas de la Guinée, depuis 2007, en 2007, il y a une manifestation qui est très violemment réprimée par la police guinéenne, avec des morts. Pourtant, c'était une manifestation pacifique. Depuis, en 2007, les morts dans les manifestations continuent. Et tout ça parce que des États, dont la France, pour ce qui concerne la Guinée, ont vendu des armes à ce pays sans s'assurer qu'elles ne puissent être utilisées à des graves violations des droits humains. Alors, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de dire que la responsabilité et l'évaluation du risque de ces armes doit être des États. Hein, ce sont les États qui prennent la responsabilité de vendre les armes et prennent la responsabilité sur le risque de l'usage. Je reviens de New York, donc il a été voté le 31 octobre, un vote qui a donné 147 voix pour une résolution qui demande la création d'un groupe de pays ouverts, c'est-à-dire que tous les pays qui veulent travailler sur le projet de traité international vont pouvoir se réunir au moins deux fois à New York, et on va pouvoir commencer à travailler sur les principes, quels vont être les principes qui vont régir ce traité international, quelle va être la liste des armes, parce qu'on parle des armes classiques, mais qu'est-ce que ça veut dire les armes classiques? C'est le registre des Nations Unies, plus les armes légères et de petit calibre, plus les munitions, plus nous on souhaite voir le matériel de sécurité de police aussi, parce que quand on voit ce qui se passe au Congo aujourd'hui, on voit que à la fois il y a du matériel de guerre, hein, des avions, des hélicoptères, des camions transporteurs de troupes, et puis bien sûr les armes légères habituelles. Donc la liste des armes, et puis également la faisabilité, de montrer que un traité international sur le commerce des armes, c'est quelque chose de faisable. Donc ça, c'est la première. Deuxième étape, je dirais, la première étape, c'était 2006. Deuxième étape qui a été votée à cette Assemblée générale. Et puis, la troisième étape, ça va être la négociation sur le traité. Et ça, on espère que ce sera 2010. Et en étant optimiste, je dirais 2010, 2011, on propose à la signature, 2012, signature, ratification des États et entrée en la mise en place du traité. Alors, ça correspond un petit peu, je dirais que c'est la fin d'un régime, d'une administration Bush qui a dit non à tout ce qui se faisait à l'ONU, en nommant d'ailleurs à l'ONU Bolton comme ambassadeur, bien qu'il ne soit pas adoubé par le Sénat, parce qu'aux États-Unis c'est comme ça que ça doit se passer. C'était une volonté de cette administration de bloquer tout ce qui pouvait qui pouvait émerger de l'ONU. Lui, Bolton, déclarant carrément qu'il voudrait bien supprimer ce machin, et pensant l'ONU comme étant au service des États-Unis plutôt que les États-Unis s'intégrant dans une conférence internationale. Donc il y a la volonté d'essayer de fermer un maximum de portes, enfin, volonté semble-t-il, d'essayer de fermer un maximum de portes de façon à ce que l'administration suivante ait des difficultés sans doute à la réouvrir. Le problème qu'ils ont, c'est que Obama et Biden, donc le président et le prochain vice-président des États-Unis, a signé une lettre demandant à ce que Condoleezza Rice s'engage pour régir le contrôle des armes légères et de petit calibre selon les principes défendus par les ONG, c'est-à-dire respect du droit humanitaire international, des droits humains et des droits économiques et sociaux et culturels, enfin du développement durable. Ça, c'est on sent qu'à l'intérieur de l'administration Bush, même à l'intérieur de l'administration Bush, il y a eu à avoir des tensions extrêmement fortes. Et puis, il y a quand même une loi qui a été votée sous Clinton qui demande au président des États-Unis d'engager des négociations pour un code de conduite international. Donc, avec ces deux lettres, ou cette lettre et cette loi votée par le Congrès, eh bien, on sent qu'il y a ce restant de cette administration Bush, des faucons néoconservateurs, etc., qui a essayé d'endommager au maximum ce processus. De toute façon, 147 voix, on a encore 20
pays qui vont sans doute voter à l'Assemblée générale en plus de ces 147. C'est un raz-de-marée pour le traité. Et avec cette nouvelle élection quand même historique aux États-Unis, je pense, enfin j'espère, mais je pense que pour l'Assemblée générale, les États-Unis vont bouger de ce point de vue-là. Alors le Zimbabwe, c'est un chant du cygne. Alors c'est terrible pour les États-Unis parce que c'est de se retrouver avec le Zimbabwe votant contre un projet qui est quand même là pour protéger l'humanité. C'est un signe terrible, c'est le signe d'une déliquescence. Au Zimbabwe, un type qui était un héros de la Révolution, enfin il a été d'ailleurs un héros de la Révolution en marchant sur la tête de pas mal de personnes quand même, que ce Mugabe se hérisse encore pour un traité qui affecterait directement, qui protégerait directement les populations africaines. C'est à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Zimbabwe où les gens souffrent de la violence des armes, de la violence économique. Je pense que ça c'est le chant du cygne de ce régime, et j'espère pour le Zimbabwe qu'il va pouvoir enfin à travers une expérience démocratique retrouver la valeur et la place qu'il doit avoir en Afrique.